Bienvenue sur Eurosport pour suivre le troisième tour de l'ITGP Tour Oceanside, Californie. C'est la troisième étape de ce Tour Pro pour 1 heure sur Eurosport. Eh bien, on quitte sans regret la grisaille qu'on avait pu avoir sur Longleat lors de la deuxième étape de ce ITGP Tour. Je rappelle que c'est un tour australien professionnel qui a été exporté cette année. C'est le troisième gros circuit de l'année. On se retrouve à Oceanside, dans les environs de San Diego, qui est en fait en Californie. Et Jean-Christophe Bourdin, qui est à mes côtés pour commenter cette épreuve de Triathlète Magazine, ne me contredira pas en disant que c'est un peu le berceau du triathlon, et on retrouve encore énormément de triathlètes qui s'entraînent là-bas tout l'hiver. Complètement. San Diego, ça a été la mecque du triathlon. Un petit peu moins maintenant, on s'est un peu plus déplacé vers du côté de Boulder dans le Colorado. Mais San Diego, ça a été à une époque là où tous les grands triathlètes américains notamment se préparaient et résidaient même. On aura l'occasion d'y revenir. Je rappelle encore ce format. C'est un format particulièrement explosif, et là je crois qu'on aura vraiment l'occasion de se rendre compte ce qu'est l'ITGP Tour. Cet International Triathlon Grand Prix exporté par les Australiens avec un format explosif. 300 mètres de natation, 7 km de vélo, 2 km de course à pied. Ça, c'est la première course. Deuxième course, après 15 minutes de repos, on fait la deuxième course, mais dans un ordre différent. Troisième course, à nouveau dans un ordre différent. Tout ça avec simplement 15 minutes de repos entre les deux courses. C'est ce format qui permet aux spectateurs beaucoup de suspense, ce qui permet aux gens qui ne sont pas trop branchés triathlon bien de suivre ce qui se passe. Et puis surtout aux athlètes bien de se lâcher, parce que c'est même si les distances vous semblent un peu courtes, c'est loin d'être anecdotique, surtout lorsqu'on commence à attaquer la troisième course. Oceanside, on va droit sur le pic au niveau des vagues, et on a deux bouées à contourner ensuite pour redescendre, et les plus malins pourront essayer éventuellement un peu de faire de body surfing pour aller plus vite. On verra d'ailleurs que sur la dernière épreuve, il y en a un qui rattrape peut-être l'autobus. En avant, et celui qu'on va suivre bien évidemment de plus près, tout simplement parce qu'il représente la France, c'est Benjamin Sausson. Les deux frères sont présents, mais c'est Benjamin actuellement le mieux classé. Encore que la semaine dernière, alors qu'il menait, il a eu une chute qui l'a mis hors course. Et c'est un petit peu dommage, car à l'issue de la toute première épreuve, il était quand même parmi les 8 premiers. Mais on va voir qu'aujourd'hui, il a la forme. Benjamin Sausson qui aura complètement privilégié cette ITGP cette saison. On l'aura vu très peu en France. Il est venu au championnat de France. Il a terminé une très bonne 5e place. La preuve que Benjamin maintenant, eh bien, il a passé un cap. Avant on disait c'est bien, il nage, il est là à vélo, mais ensuite il ne court plus. Eh bien, apparemment le fait de participer à cette ITGP, apparemment ça a décoincé un petit peu les choses, parce que maintenant Benjamin, eh bien, il court aussi, et on le voit faire plus que des places d'honneur, donc et mener toujours la danse en natation comme il le fait actuellement. D'ailleurs, il fait partie de toute une liste. Elle est beaucoup trop importante pour vous les énumérer, mais avec des gens comme Olivier Marceau, Philippe Fattori, Sophie Dellemer, pour l'élection du triathlète de l'année. Et vous le voyez, ce que je vous disais, le retour vers le bord en body surfing. Et c'est donc Triathlète Magazine qui organise cette élection. C'est une référence maintenant. Le titre de triathlète de l'année 96. On aura la réponse en début de saison. Voilà, donc maintenant c'est la transition. Vous voyez, ça va très vite, avec en tête Benjamin Sausson. Jérôme, son frère, en deuxième position. Ça, c'est un grand classique dans les épreuves de triathlon. Et vous voyez que sur à peine 300 mètres, il réussit à faire la différence quand même de manière significative. Une aire de transition qui est vraiment très sélective. D'ailleurs, on voit encore les traces de sa chute en Angleterre. Une bonne transition là de Benjamin. Il a perdu un minimum de temps. Voilà Jérôme maintenant dans quelques secondes derrière. Jérôme qui a l'air quand même moins affûté. Un petit peu moins, ouais, c'est vrai qu'il vient sur ses courses de l'ITGP, ça n'a pas été l'essentiel de sa saison. Jérôme, on le voit un peu moins sur ses courses internationales. Donc il y a un petit peu moins d'habitude. Et pour Benjamin, il est vraiment
véritablement préparé pour ce format de course maintenant, et donc c'est pour ça qu'il est plus présent. Mais il a toujours été un petit ton au-dessus en natation par rapport à Jérôme. C'est vraiment un film, on les a vus quand même plus d'une fois sortir l'un derrière l'autre. Regardez ce contexte, c'est superbe. Juste le sortie de l'eau, donc Ben Sanson, c'est Benjamin, Jérôme Sanson, Amish Carter, Spencer Smith, ancien champion du monde, Greg Welch, Chippy Slater, un Australien, Brad Bevan, vainqueur de l'ITU l'année dernière. Donc il y a du beau monde. Il y a également Mark Allen, Mike Pigg pour tous ceux qui auraient raté les épisodes précédents. Et puis surtout ce contexte d'Oceanside, juste en dessous de Mission Bay, grand spot de surf devant les éternels, pas simplement de triathlon. Et là, regardez bien, il y a un circuit vélo qui est absolument génial, mais avec un danger, le sable. Il est évident que lorsqu'on est en bord de mer, avec du sable qui vole dans tous les sens, le sol est particulièrement glissant et on va s'en apercevoir malheureusement à plusieurs reprises. Bon, là Jérôme est derrière avec Chip Slater, Smith, Carter, Welch et Bevan. Et là on se retrouve un peu lors de la première étape à Koblenz, dans ce format vraiment explosif, alors que la semaine dernière ces deux courses les unes derrière les autres nous avaient pas vraiment convaincus. C'est vrai, ça nous avait paru un petit peu moins tonique si on peut le dire, et c'est vrai que là sur ces formats très très courts, très explosifs, eh bien c'est vrai qu'on a l'impression que ça va hyper vite quand même. Et ce circuit un petit peu toboggan, c'est sacrément acrobatique, et pour peu qu'il y ait un petit peu de vent en plus qui ramène ce sable, mince pellicule de sable, et ben ça suffit pour causer quelques ennuis aux cyclistes. Et vous avez vu surtout les angles, il y a les bottes de paille, elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Il y a 10 tours de circuit comme ça à faire, avec le vieux Scott Tinley là devant. Voilà, Scott Tinley, et puis ce véritable épingle à cheveux un peu tordu, c'est loin d'être évident. Et il y en a certains qui prennent des angles assez impressionnants lors des virages. C'est Chip Slater maintenant qui est en tête, l'Australien, qu'on ne connaît pas beaucoup sur le circuit international, mais c'est un des habitués du circuit pro australien, dont bien évidemment ce format s'est largement inspiré. Et c'est lui qui est en tête avec à ses trousses les deux Sanson. Et j'ai l'impression que sur cette course on va voir plus souvent les cyclistes en angle à 30 degrés pratiquement à l'horizontale qu'à la verticale, hein. Ça c'est clair. D'ailleurs on voit que Jérôme Sanson n'a pas mis de guidon de triathlète, parce que c'est vrai que sur un circuit comme ça on est plus souvent les mains aux cocottes ou les mains sur les freins, et voilà, tapis monsieur Slater, un petit peu trop ça doit faire mal ça. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est comment des triathlètes se reconnaissent sur la plage en maillot de bain, c'est aux marques qu'ils doivent avoir sur les hanches. Ça c'est clair. C'est clair, ceux-là ils ont fait du vélo. Et ceux-là on peut dire soit ils ont fait Nice, ou soit ils ont été sur des ITGP, hein. On voit le ralenti. Arrive trop vite. Hein, il arrive trop vite, appuie sur la roue arrière, la roue avant dégage et c'est terminé. On se fait pas bien mal, heureusement. Non, ça va. Enfin, ça suffit maintenant pour Benjamin de prendre la tête. Voilà, Benjamin qui est devant. C'est sûr, à la vitesse où ça va, une petite chute comme celle de Chippy Slater, le temps de se relever. Il y a déjà du monde qui est passé, et puis bon, il faut se remettre un petit peu de ce carré brutal. Donc c'est pas l'idéal. Spencer Smith là un petit peu à la traîne, Jérôme Sanson aussi qui a reculé un petit peu. Alors justement à propos de Spencer Smith, il faut quand même dire à ceux qui ont raté l'épisode précédent qu'il s'était fait deux côtes, non pas dans une chute à vélo, mais tout simplement en descendant l'escalier de l'hôtel, et qu'il n'est peut-être pas complètement remis. On se fait le point sur la course. Donc il y a eu cette chute de Chippy Slater. Mike Pigg était revenu dans ce groupe de tête avec Benjamin Sanson que l'on voit ici. Mike Pigg, dont c'est probablement l'une des dernières saisons, encore que ce format de l'ITGP, il disait la semaine dernière, lui convenait. Mais par contre, là il y a un événement, on le verra à l'œuvre tout à l'heure, c'est la dernière course à domicile de Mark Allen. C'est la dernière fois où il va courir dans une course pro en Australie, en Californie. En Californie, dont il est originaire, ne l'oublions pas. L'air de transition, Greg Welch qui est revenu là et qui semble en bien meilleure forme que ce que l'on avait vu en Angleterre à Longleat. Ah oui, il avait du mal, hein. Voilà, transition express pour Greg Welch. Allez, c'est parti. Benjamin Sanson prend un peu plus de retard. Oh, il part vite, hein, il est parti vite, ouais. Et 2 km, de toute façon, et on ne se pose pas de questions, c'est à fond, à fond. Voilà d'ailleurs le leaderboard, c'est-à-dire le classement provisoire sur l'aire de transition. Mike Pigg est en 4, qui peut venir le chercher, Brad Bevan, s'il n'est pas trop loin. Mais
sur 2 km, ça va être très dur. Regardez l'écart, sur 2 km, c'est très dur. Ouais, ça fait mal cette descente. Oui. Wes Hudson que l'on voit. Spencer Smith. Garrett McCarthy. Le vieux Scott Tinley. Ah, il bouge encore, hein, Scott Tinley. 37 ans, 38 ans bientôt. Toujours présent, mais c'est vrai que Greg Welch, là il est en train d'aller le rattraper. Un petit ton au-dessus quand même. Hein. Ouais, d'ailleurs, puisqu'on parle de Scott Tinley, de toutes les légendes, n'oubliez pas que la grande soirée hawaïenne aura lieu au mois de décembre avec la diffusion de l'Ironman. Si vous n'êtes pas présent, branchez vos magnétoscopes. Ça sera le jeudi 19 décembre à 20h30 pour la première diffusion. Donc vous n'hésitez pas, c'est du grand. 1h30 consacrée à l'Ironman. Jean-Christophe sera bien sûr présent puisqu'il a vécu en direct live cet Ironman très spécial avec, comme le titre Triathlète Magazine, un certain nombre de mythes brisés. On vous en dira pas plus si vous n'êtes pas encore au courant de tout. Amish Carter qui mène la danse là devant Brad Bevan. Il y a aussi Benjamin Sanson qui est là, Mike Pigg, mais pour Greg Welch là, eh bien, oui, là il a filé à l'anglaise. Ça semble correct, hein. Greg Welch, qui est australien, qui a 31 ans et qui n'a pas fait des résultats exceptionnels jusqu'à présent. Il avait fait un bon Ironman, c'était il y a déjà 2-3 ans. Champion du monde longue distance quand même 2 semaines auparavant à Muncie en triathlon. Effectivement. Ça mérite le respect quand même. Ça mérite le respect. C'est vrai qu'on Luc Van Lierde. On l'a moins à l'esprit parce que malheureusement nous n'avions pu avoir les images. Vrai. Et c'est vrai que de ce fait on l'a un petit peu moins à l'esprit. Là, regardez, c'est intéressant. On va avoir quelques mots, je pense, de Greg Welch, mais ils n'ont que 15 minutes de repos. Donc il s'agit de rester bien concentré. C'est ce que va nous dire Greg Welch d'ailleurs. Ouais, ça a été une bonne première course, mais il faut garder la concentration. Hein. Et puis, je pense que pour la prochaine, il faut encore passer la ligne en premier. Pour la prochaine course. Le classement provisoire, Greg Welch en 1, Galindez finalement s'est glissé en 2 devant Benjamin Sanson qui est très bien placé. Attention à Brad Bevan bien évidemment. Petite pause pub, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième course. Deuxième course de ce triathlon au format un petit peu spécial d'ITGB Tour à Oceanside, San Diego, Californie. Je le rappelle, c'est un format très particulier, inspiré des formats australiens. Maintenant, on va faire 2 km de course à pied, 7 km de vélo. On termine par la natation. Jean-Christophe, je crois que c'est un format intéressant lorsqu'il se déroule de cette manière. C'est vrai, déjà ça se déroule sur un endroit géographique très petit et les spectateurs n'ont pas besoin de bouger. Ils voient les coureurs à pied, ils voient les athlètes durant pratiquement toute la course, ils les voient plusieurs fois, ils voient le déroulement de la course et ça c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir un circuit de 40 km avec des personnes à chaque carrefour et c'est ça qui est très intéressant quand même pour les organisateurs notamment et pour le public parce que là non seulement ils voient l'élite du triathlon mondial en courte distance en train de se crêper le chignon, mais en plus il les voit véritablement en 3 dimensions et ça c'est quand même assez fabuleux comme spectacle. Alors bien évidemment Greg Welch récidive, c'est lui qui est en train de prendre la poudre d'escampette, il va même très vite. Il a remporté la première course, je rappelle qu'il n'avait que 15 minutes de récupération entre les deux épreuves. Rappelons que les distances olympiques sont habituellement de 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course, 10 à pied. Et là, ce sont des formats plus petits, mais attention, l'ordre est différent et je pense que ça peut jouer ça aussi. C'est vrai, ça peut jouer parce que c'est vrai que là, avec une épreuve comme cette fois-ci, là où ça va se terminer par la natation, si un garçon comme Benjamin Sanson arrive à garder le bon paquet durant les 2 km, c'est quand même possible pour lui. À vélo, après, comme le drafting est autorisé, on peut rouler en peloton, il peut aussi rester au contact. Et après, sur 300 mètres, il est capable de faire la différence. Voilà, il est actuellement dans le paquet. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette course, normalement, se termine par la natation. Donc ça va être intéressant. Bon, Greg Welch à fond. Mais derrière, il a quand même l'Argentin Marcus Ornelas qui est derrière. Et puis tout le reste du pack, finalement, se dit, on va pas le laisser se promener. Hein. Donc des différences infimes.
où on peut tout gâcher. On voit Amish Carter qui met le paquet complètement à gauche. Brad Bevan qui est 3e aussi, là, pas loin. Et là, les transitions, ils ont vraiment intérêt à être tip-top. Hein, faut pulser. Hein. Mais ce qui est intéressant de noter là, c'est que Greg Welch, cette course se déroulait le 21 septembre. 2 semaines auparavant, il avait été sacré champion du monde longue distance en triathlon. Et il est capable en 2 semaines d'être au plus haut niveau sur du longue distance en triathlon. Et 2 semaines après, sur des formats comme ça totalement explosifs, il est encore présent, Greg Welch. Et ça, c'est la preuve quand même que c'est un très très grand champion. Une race qui est un petit peu en train de disparaître, des gens comme ça qui sont capables de briller sur tous les terrains. Et lui, c'est encore un de ceux-là. Il a gagné sur toutes les distances. Il est capable de briller sur toutes les distances. Il a gagné l'Ironman d'Hawaï en 94, champion du monde longue distance cette année, et en 90 aussi en 90. Donc c'est vraiment un tout grand ce Greg Welch. Greg Welch qui est d'ailleurs en train de prendre la poutre d'escampette sur ce petit 2 km. Mark Allen là, qui est en train de mener le gros du peloton. Et là, on sent que Greg Welch est en train de mettre le... Et il est à l'aise en plus. Hein. On le voit à son visage. Il ne souffre pas. Il ne souffle pas. Là, il envoie. Il envoie. Il va rentrer tout seul dans l'aire de transition. On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est tellement rapide. Il faut vraiment avoir des gestes mesurés. Hop, on déchausse. Des chaussures, bien évidemment, à velcro. Pas de précipitation inutile. Les autres sont en train de rentrer. Lui, il va être déjà en train de chausser le casque et de filer. Voilà. Il y a Clark qui est également dans le coin. Mark Allen ici. C'est génial le casque, voilà, faut le mettre devant. Il l'a mis à l'envers. La légende. Mark Allen, dont ça sera la dernière course sur la Californie. On le reverra, nous, en ce qui nous concerne, sur une course qui va d'ailleurs être également très intéressante. Ça sera en Thaïlande, à Phuket, sur une des dernières étapes justement de ces ITGP Tour. Sa dernière course. Et ça sera sa dernière course professionnelle. Ouais. On peut souligner aujourd'hui également l'absence de Simon Lessing, qui est actuellement en tête du circuit, alors que Spencer Smith a abandonné sur cette course. Il va abandonner. Si on le voit encore un petit peu, c'est vraiment momentané, parce que on vous le disait encore, la semaine dernière en Angleterre, il a eu une chute malheureuse dans les escaliers et non pas sur le vélo, et il y a laissé probablement un problème de côte toujours pas résolu. Oh là là là, à chaque fois c'est limite adhérence. Mark Allen un petit peu plus prudent que les jeunes loups là, australiens, qui eux sont véritablement Chip Slater, on l'a vu plusieurs fois, d'ailleurs il est tombé sur le premier tour. Ils attaquent chaud, hein. Là, à mon avis, s'il n'y avait pas ce sable, ça vaudrait presque le coup d'avoir des gommes chaudes style Formule 1 pour coller. Quelque chose qui accroche. Hein. Circuit de vélo vraiment très très spectaculaire. Avec une caméra à l'intérieur de la course. Caméra embarquée, exactement. Sur le sac à dos, il y a la caméra, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir filmer. La caméra est peut-être sur le casque. Elle est sur le casque, c'est exactement ça, comme en Formule 1. Et l'enregistreur est dans le sac à dos du cycliste, qui ne doit pas être un manchot. Je pense pas, non, parce qu'on peut venir les suivre ici. Parce qu'il est devant en plus. Et même s'ils sont au milieu d'un triathlon. Il n'a pas couru avant lui. Hein. Oui, c'est ça. Donc il n'est pas échauffé. Greg Welch, tranquille devant. Mike Pigg juste derrière lui, avec Brad Bevan qui est là, les Sanson qui sont là aussi. Slater, il y a Bevan également. Il fait l'effort, Mike Pigg, pour venir recoller dans la roue de Greg Welch. Et on n'a pas pris la roue derrière tout de suite, quelques dizaines de mètres qu'il faut recoller. Voilà. Et à la vitesse où ça va, ça fait mal, ces quelques dizaines de mètres qu'il faut reboucher. C'est du sprint permanent là pratiquement. Et voilà justement, c'est l'abandon de Spencer Smith. De toute façon, c'est clair, quand on se blesse aux côtes, au niveau de l'entraînement, on ne peut plus s'entraîner comme il faudrait. Et revenir après, sans avoir véritablement eu tout l'entraînement nécessaire, on a perdu le rythme, on n'arrive pas à suivre, ça va beaucoup trop vite. Petit point sur la course, donc maintenant c'est Mike Pigg et Greg Welch qui sont en train de faire la course sur ce vélo. Je vous rappelle que nous sommes à mi-parcours de ce triple triathlon sprint format ITGP Tour. Et il reste encore la natation, avec 300 mètres de natation dans les vagues d'Oceanside à San Diego, Californie.
contexte rêvé pour ce genre d'épreuve, c'est clair. Parce qu'on a vu en Angleterre, c'est triste à dire, mais ça dessert plus la cause de ce genre de format. Il faut absolument avoir des formats comme celui-ci, même s'il n'y a pas la mer, éventuellement un lac. Mais là, regardez ce circuit, on a l'impression que ça a été fait pour. C'est vraiment intéressant. Peut-être un peu trop sinueux, ceci dit, pour le vélo. Hein. Ouais, peut-être, mais bon, allez, c'est pour le spectacle. Hein. C'est pour le spectacle, et là, il y en a du spectacle. On voit que les spectateurs sont tout le long de ce parcours. Ils sont répartis tout le long, et ils voient tout le temps les triathlètes. Et ça, véritablement, au niveau spectacle, c'est un plus incontestable, parce que quand c'est un Ironman, que les gars, ils se barrent pendant 180 bornes, et qu'on les voit revenir seulement 5 heures après, c'est pas pareil. Hein. Il y a Galindez qui essaie de faire la jonction et il commence à avoir un trou significatif là, attention, hein, parce que dans le pack derrière, donc il y a Bevan, derrière c'est Benjamin Sanson, Chip Slater l'Australien, un peu fou, Clark, John Stinley, donc ça va pas être simple du tout. Et voilà le petit groupe de tête, donc avec Mike Pigg, Welch et finalement Galindez, non c'est le caméraman qui est là, Galindez est juste derrière, voilà Mike Pigg. Et maintenant, le meilleur nageur du lot, c'est incontestablement Benjamin Sanson. Mike Pigg pour le moment sur la tête. Maintenant, je pense que Greg Welch doit être plus rapide que Mike Pigg. Hein. Mais maintenant, pour Benjamin Sanson, eh bien, il va s'agir d'aller chercher les deux. Et sur 300 mètres, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est court. D'autant, encore une fois, que lorsqu'il y a des vagues comme ceci, ça nivelle le niveau un petit peu. Ouais, déjà, il faut passer la barrière et ça, c'est pas fait non plus. On peut y perdre du temps là. Ben Bright est là aussi également. Alors, ceux qui ont des vagues petites notions de body surf savent qu'il faut passer en dessous. Un petit canard et c'est parti. Donc c'est pour le moment Greg Welch. Et derrière, c'est recollé tout de suite. Hein. Et ouais, c'est revenu très vite. C'est revenu très très vite. Et j'ai l'impression que ça mouline très fort. Ça, c'est Greg Welch. C'est Greg Welch, mais derrière, j'essayais de voir si c'était pas déjà Benjamin Sanson qui avait fait le voilà. Si vous voyez un hors-bord passer, c'est lui. Voilà, donc là. Très impressionnant quand même. Et attention, hein, on n'est pas dans une piscine avec l'eau lisse et nickel. Il est en train de filer le train. Ouf. Allez, on va lui couper la route un petit peu. Voilà. Et on lui met quelques battements dans la figure. Et lui casser le moral. Waouh, ça c'est impressionnant. C'est vrai que sur ce genre de format, là, Benjamin Sanson devrait effectivement y trouver son compte. Hein. Deux bouées ensuite qui vont être sur le même alignement pour éviter trop de désordre sur l'aller-retour. Voilà, il se dirige maintenant vers la deuxième bouée avec un alignement parallèle à la plage et ensuite ils reviennent à la perpendiculaire le long des pieds de la jetée et c'est parti. Retour pratiquement victorieux de Benjamin Sanson qui va signer là eh bien je pense sa première grande victoire internationale. Hein. C'est vrai, sur une étape comme ça, je pense pas qu'il avait gagné à Koblenz la deuxième course sur ce format là qui se passait comme ça. Et donc comme il a abandonné à Koblenz, son meilleur résultat eh bien en fait c'était sur le général. Il était quand même assez loin, il était à la 16e place. Ouais. Et oui, je pense que c'est y compris sur des formats TPT Tour. C'est vrai, et là il fait quand même une sacrée différence encore quand même. Là, sur la natation. Et on pourrait se dire mais est-ce qu'il part pas trop vite et tout, mais il a quand même une telle marge de sécurité, Benjamin là, par rapport aux autres nageurs. Faut pas oublier qu'il a été recordman d'Europe junior du 1500 mètres. C'est pas n'importe quoi. Il a été s'entraîner en Hongrie à l'époque où l'école hongroise avait de très très grands nageurs. Et voilà pour Benjamin. Alors qu'il y en a un qui rentre en body surf très rapidement. Et c'est donc une arrivée victorieuse de Benjamin Sanson. Superbe. Et là, regardez, petit moment d'émotion. Maintenant, il y a le père de Benjamin Sanson qui est sur la ligne d'arrivée.
très démonstratif le père des frères. On va se faire une petite pause. Le temps de voir le résultat. Greg Welch, Chip Slater est en 3, Mitch Carter en 4, Brad Bevan en 5. Troisième course dans 2 secondes après la pub. À tout de suite. On attaque la troisième course de ce ITGP Tour, étape de Oceanside. Troisième étape que l'on vous propose, un petit peu décalée dans le temps, mais c'est ce nouveau format particulièrement intéressant. Et là maintenant, nous sommes sur la troisième course qui sera dans l'ordre 7 km de vélo, 300 mètres de natation et 2 km de course à pied. Et là, avec un départ lancé en vélo. Pourquoi lancé? Eh bien parce que ils vont partir dans le rythme qu'ils veulent, sachant qu'en vélo, le point important est de travailler ensemble et éventuellement de faire un petit peu comme en poursuite, d'envoyer tout un coup la sauce pour essayer de lâcher le reste. Voilà, bon, maintenant c'est pour ceux qui sont bien placés au classement général. Greg Welch et Benjamin Sanson sont superbement placés. Greg Welch fait premier et deuxième. Benjamin Sanson fait troisième et premier. Alors là, la victoire finale est pas mal non plus. Chip Slater aussi est placé, bien que sur la première course, il était 16e. Oui, parce qu'il est tombé. Il a perdu quelques points sur cette première course. Et maintenant, la lutte finale pour la victoire finale, elle va se disputer entre Benjamin Sanson et Greg Welch. Alors ça va être un marquage entre les deux, ou est-ce que Benjamin va essayer de faire un petit peu la différence en natation pour essayer de garder un avantage en course à pied. Il va faire quand même un gros avantage en natation, parce qu'avec un lièvre comme Greg Welch, je crois. Ça y est, c'est relancé. Là, on est maintenant dans un rythme qui n'est plus du tout de rythme d'observation. Avec toujours à l'esprit ce sol glissant. Il y a le sable, l'atmosphère marine. Il s'agit de faire attention. Voilà, Benjamin Sanson au marquage de Greg Welch. On pouvait s'en douter un petit peu. Chip Slater avec son petit accro sur le haut de la cuisse. Brad Bevan juste derrière. Brad Bevan quatrième. Mitch Carter. On a vu que Mark Allen n'était pas trop mal placé là sur le coup. On attaque le deuxième tour là maintenant. Greg Welch et Ben Sanson toujours en tête. Et ça va vite, très vite. Et on voit que ça. Frank Clark là, qui a fait en main, mais ça reste très groupé. Mark Allen a décidé de se rapprocher sur ce coup. Mark Allen, il est 4 places avant la fin là. Il prend pas de risque, Mark Allen, sur des trucs comme ça. Voilà, on attaque la fin du deuxième tour. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il circule. Slater maintenant qui a pris le commandement derrière Wes Hobson. Greg Welch, oui, maillot australien. Ensuite, il y a Jimmy Riccitello qui est là. Ouais. Benjamin Sanson près, un peu plus en recul. Et on va voir, ça va avoir son importance dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi. Attention, Riccitello, Slater. Mike Pigg là qui va venir un petit peu en train de faire l'extérieur. Mike Pigg, on l'a pas vu, il est passé complètement au coin là. Voilà, il est passé, Mike Pigg. Et regardez bien ce qui va se produire dans quelques instants, c'est quand même très spectaculaire et ça va avoir des conséquences assez importantes. Et je crois qu'on est passé. Voilà, Riccitello est devant. Donc Riccitello est devant, Chip Slater derrière. Là ça y est, on a passé et là on va surmultiplier. Surmultiplier, ça va très très vite. Regardez, ça va aller très vite. Hop, Mike Pigg tombe. Malheureusement, il y en a un autre qui prend le vol dessus. C'est Greg Welch. Et quel soleil il a fait. C'est épouvantable comme chute, mais heureusement, Greg Welch, même s'il on a l'impression qu'il est durement touché, va rester au sol. Derrière, c'est le désordre total. Et impressionnant, le soleil qu'a fait. Le soleil. Et surtout, bon là ce sont des images effectivement qui peuvent alerter, mais rassurez-vous, il va s'en tirer. Pas de fracture, rien du tout, ni au poignet ni à la clavicule. Et bien évidemment côté course, on va revenir sur le ralenti dans quelques instants. Jimmy Riccitello et Slater sont partis. Et donc, du coup, Benjamin Sanson est 3 avec Mark Allen, Carter,
Bright et Ornelas. Donc là, ça a vraiment... ça éclaircit les choses parce que là, il y a quand même quelques prétendants à la victoire et surtout Greg Welch qui disparaît de la course sur cette chute et c'est presque la route ouverte pour Benjamin Sanson s'il mène bien son affaire. Chippy Slater et Riccitello, voilà, Greg Welch qui se relève. On va regarder au ralenti maintenant l'angle. Regardez ce qui s'est passé. Mike Pigg tombe. Sa jambe fait obstacle à Greg Welch qui prend un soleil. Derrière, il y a un autre Australien qui dégage et je crois que c'est Riccitello qui profite également pour aller se cacher dans les... Non, Riccitello est passé devant avec Slater, mais Benjamin Sanson s'en sort très bien avec Carter. Voilà. Mike Pigg, merci le casque, merci le casque. Et sa jambe qui fait tremplin pour Welch. C'est très très impressionnant, mais heureusement personne n'aura de problème, mis à part quelques brûlures sur la moquette, un peu dur, j'en conviens. Heureusement qu'il avait son casque, Mike Pigg, parce que la tête a tapé quand même assez fort et son casque là ça aurait été plus que douloureux et voire même très dangereux. Et c'est là, eh bien, c'est encore la preuve, si on a besoin d'une preuve que le casque à vélo, eh bien, c'est indispensable. Voilà, Brad Bevan qui est lancé à un tour derrière, mais là ce qui est intéressant c'est de voir Jimmy Riccitello que l'on a vu tout à l'heure travailler avec Chip Slater, il en profite. Pour le moment Benjamin Sanson est 5 et s'en tire relativement bien et Mike Pigg du coup après cette chute n'est plus qu'à la 9e place, mais il a réussi quand même à remonter sur le vélo, à repartir. Voilà. Mais ce qu'il y a surtout c'est qu'il n'y a aucun des grands rivaux de Benjamin là qui est en position de revenir et d'essayer de se placer, alors que Brad Bevan est pratiquement à un tour devant. Riccitello et Chippy Slater n'ont pas fait semblant. Le temps pour Brad Bevan de se dépêtrer de la chute qu'il y a eu et il est prêt de prendre un tour. Voilà, ça c'est le premier groupe de poursuivants et il y a Benjamin Sanson, il y a Ben Bright et il y a Mark Allen qui est là aussi dedans avec Oscar Galindez. Et Brad Bevan, lui, il a un tour de retard. On va voir arriver normalement Riccitello et Slater. Il y a 10 tours de circuit. Nous en sommes à la fin du 6e et on attaque maintenant le 7e tour. Avec Riccitello et Chippy Slater sur la gauche. Et je me demande si Brad Bevan ne faisait pas partie du... Il est celui qui a basculé au-dessus de... Il est tombé un peu plus loin. Ouais. Voilà. Il est tombé un peu plus loin. Voilà, donc c'est Brad Bevan qui se fait rattraper maintenant par le groupe de tête. Donc c'est vrai aussi que les caméras étaient... c'est le hasard, étaient placées juste à l'endroit du crash, ce qui a permis d'avoir cet angle de vue vraiment spectaculaire. Et on va regarder maintenant Greg Welch, qui finalement s'est fait checker au niveau médical, et il s'en sort très bien, il a rien. C'est un miracle compte tenu du soleil qu'il a effectué. On a quand même été inquiet dans les semaines qui ont suivi, parce que c'était le 21 septembre, c'était pratiquement un mois avant Hawaï, et sur une chute comme ça, même s'il n'y a pas de fracture, il peut y avoir des risques de blessures, surtout à l'épaule. Pour l'entraînement de natation, ça peut être quand même très handicapant. Et on s'apercevra plus tard que Greg Welch s'en remettra parfaitement, et c'est ça la bonne nouvelle surtout. 9e tour, Slater Riccitello, toujours avec Bevan, mais Brad Bevan qui a 2 tours de retard bien évidemment suite à la chute spectaculaire. Greg Welch est hors course. Mike Pigg lui est remonté, mais pour le moment en pointe à la 10e place. Et on va, je pense, attaquer maintenant. On va approcher de la transition. Pas encore, il reste encore un tour, ça doit être la fin du 9e. Avec donc Riccitello, Chippy Slater, tout le monde a sa petite marque distinctive sur la hanche. Et surtout, ce qui est important, ce qui nous concerne, c'est de voir à peu près où se trouve Benjamin Sanson. Voilà l'attaque du 10e tour. Et Benjamin Sanson est dans un groupe un peu plus à l'arrière, avec Bright, Ornelas, Carter, Mark Allen. Et on risque peut-être de ne pas les voir à nouveau. Et on va aller directement, vraisemblablement, sur l'aire de transition. En tout cas, c'est un format très convaincant, à l'image de Koblenz. Et Jean-Christophe précisait à juste titre, il y a quand même une partie show. Et en parlant de show, il faut savoir que l'épreuve de Bordeaux en indoor a été confirmée. Oui, tout à fait, donc, début avril, donc ça sera un peu vraisemblablement l'ouverture de la saison de triathlon sur Eurosport avec cet indoor.
Voilà la transition pour Chippy Slater et Jimmy Riccitello. Alors là encore, une transition importante. Et voilà, le speaker qui dit que Jimmy Riccitello, lui, a décidé d'aller à la natation sans ses lunettes, histoire de gagner encore quelques dixièmes. La course dans le sable, là, ça commence à devenir pénible. Parce que là, on doit quand même avoir les grosses cuisses maintenant à ce stade de la compétition. Hein, parce que c'est la troisième course. Voilà, troisième course. Bon, ça va, Benjamin Sanson n'est pas trop loin. Mark Allen. McCarthy qui est également là. Parce qu'on parlait de Lindor. On sera ravi de le revoir. Et voilà, tout le monde est au lac pratiquement maintenant. McCarthy, bronzage typiquement irlandais. Et on arrive à voir à peu près les écarts. On a du mal à distinguer au fond qui est en tête. Si Benjamin Sanson a déjà mis l'hélice sur multiplié. Et c'est Alex Rukusoev qui était encore à la fin de la transition. Scott Tinley qui plonge lui à son tour. Chippy Slater. Chippy Slater, oui. C'est lui qui est en tête. Alors maintenant, il va s'agir de voir ce que va faire Benjamin Sanson, voir où il est. La caméra s'élargit. On a un petit écart, une petite pause plus exactement. Vous voyez, l'écart n'est pas énorme. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Dernière partie, je vous rappelle les enjeux de ce troisième tour et à la fois troisième dernière course. On vient, et bien voilà, c'est fait. J'allais dire, Chippy Slater était en tête. Il est toujours en tête. Hein. C'est Benjamin Sanson qui est à la poursuite de Chippy Slater. Il vient de rattraper Jimmy Riccitello là. Chippy Slater, il me semble, est encore devant. Il est encore devant, c'est parce qu'avec le break pub, on a du mal à en distinguer. En tout cas, sachez que c'est important, puisque pour le moment, Benjamin Sanson, avec la victoire dans la deuxième course, est potentiellement leader de cette étape. On revient maintenant sur Brad Bevan, qui avait 2 tours de retard, mais on n'oublie pas avec la chute, qui a mis Greg Welch hors circuit. Mais dans quelles conditions? Et là, effectivement, Chippy Slater, qui est australien, qui a donc l'habitude de ces courses, qui doit fondre sur lui. Enfin, il ne le voit pas, mais... Oui, mais enfin, il tient visiblement, il tient quand même le choc. Hein. Il avait quand même un petit peu d'avance, là. Et... ouais, ça se réduit. Là, maintenant, il y a cette fameuse bouée. Un alignement. À chaque mouvement de bras, il gagne... Ouais. Et attention, les vagues peuvent jouer également un rôle important. On verra tout à l'heure. De toute façon, Benjamin, là maintenant, il sait qu'il joue le général avec Chippy Slater. Voilà. Garrett McCarthy, là, on a vu. Ouais, il est encore revenu de très loin quand même, Benjamin. Il avait quand même. Et c'est chaud, hein. Parce que Chippy Slater se laisse pas détacher comme ça. Et là, vous allez le voir, une vague peut peut-être changer les choses. C'est vrai que là, le swell n'est pas très important aujourd'hui, mais avec une bien placée dans une bonne vague, on a une bonne accélération. Alors, de surcroît, quand on est australien, c'est le genre d'exercice qu'on maîtrise parfaitement. Hein. Alors justement, Benjamin Sanson est devant. Ah, là, on repasse sur le groupe de poursuivants avec Jérôme Sanson d'ailleurs qui est devant Carter, McCarthy et on va revoir tout de suite maintenant. La tête de la course, voilà. C'est Slater qui est le mieux placé actuellement sur la vague. Benjamin Sanson n'arrive pas à l'attraper, donc ça sera pour la prochaine peut-être. Car ça, ça a l'air bête, mais ce sont quelques mètres de gagné encore pour l'aire de transition. Il nage pas très droit chez Chippy Slater, hein. On l'a vu tout à l'heure, il arrivait sur la bouée, pas vraiment pile poil dessus. Là, il est un petit peu en train de s'écarter encore. Voilà, Benjamin qui est pratiquement arrivé, qui a une vague qui ferme juste devant lui.
Alors que c'est en train de lever pour Chippy Slater. S'il prend celle-là, hop, voilà, c'est parti. Regardez comment. Et Benjamin qui regarde. Benjamin qui regarde au lieu de d'étaler. Et voilà. Finalement, lui, il a pris le même train que Chippy Slater. Et voilà. 15 mètres d'avance, plus rien sur une vague. Voilà, sur une vague. Mais le plus stupéfiant, c'est de voir Benjamin Sanson. Peut-être qu'il attendait la vague aussi. Ouais, mais bon. Ou alors il lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez. Tout est relancé puisque, bon attention, Benjamin Sanson sur le papier a quand même une avance. Il a 30 points qu'il a marqué sur la course. Chippy Slater, lui, en a 28. Il faut savoir que sur la première course, Benjamin en avait marqué 24 et Chippy Slater en avait marqué que 15. Donc il y a quand même une avance au poids significative. Sans vraiment une catastrophe pour que Benjamin marque moins de 20 points, c'est-à-dire qu'il termine quand même environ au-delà de la 10e place. Maintenant sur 2 km, avec le petit trou qui a été creusé par rapport aux autres, il est capable de tenir une place dans le top 5 et donc a priori c'est super bien parti pour Benjamin Sanson pour décrocher une très très grande victoire et sa première grande victoire internationale. Le mieux placé, c'est ce garçon Amish Carter actuellement pour essayer d'inquiéter Benjamin Sanson sur le classement général de cette épreuve. Je rappelle, sur le classement général, à l'issue de ces deux épreuves, c'était Spencer Smith et Simon Lessing qui se partagent le podium. C'est plus exactement Simon Lessing qui est en tête plutôt du circuit devant Brad Bevan et Ben Bright, puisque c'est vrai que ça c'était le classement de Koblenz. Et Simon Lessing n'est pas présent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on pourrait s'interroger de voir Brad Bevan qui est quand même très loin derrière, continuer, ne pas abandonner. Mais il y a des points à prendre malgré tout, même si on termine dernier, il y a 10 points à prendre. Et ces 10 points, en fin de classement, en fin du circuit, ils seront peut-être bons à prendre. Et donc c'est pour ça que Brad Bevan va jusqu'au bout en dépit du fait que la victoire lui échappe de très loin maintenant. Et puis Jean-Christophe, soyons clairs, il y a de l'argent, il y a des primes d'engagement. À l'issue de la course, Cotilney ici, s'ils sont tous présents. Alors c'est vrai que l'une des critiques qui avait été faite par certains coureurs de l'ITU, c'était un peu une course de retraités. Bon, c'est peut-être vrai pour ce qui se passe derrière, mais devant, c'est pas des retraités. Ce sont pas des retraités. Et Chippy Slater qui lui va attaquer sa saison maintenant du circuit australien. Benjamin Sanson qui a réalisé vraiment des choses étonnantes sur le circuit, et là je pense qu'il doit s'agir de Brad Bevan qui sont en retard. Ce qui est bien pour Benjamin là, c'est qu'il tombe sur Chippy Slater. C'est pas un super coureur comme par exemple un Greg Welch qui tout de suite aurait fait la différence et aurait laissé Benjamin tout seul. Là c'est un coureur peut-être sûrement meilleur que Benjamin, mais pas suffisamment fort, et Benjamin il est capable de s'accrocher dans sa foulée, et s'il s'accroche dans sa foulée, ça veut dire que derrière ça revient moins facilement et plus difficilement donc pour Benjamin, qui conserve donc toutes ses chances absolument intactes. Alors on a vu Jérôme classé dans les 6-7 premiers, Ben Bright ici avec Amish Carter, et même s'ils sont encore loin, bon ils peuvent éventuellement, mais il faudrait qu'Amish Carter réalise une course étonnante. C'est loin d'être évident sur 2000 mètres. Mike Peake qui a du mal à courir. On prend les virages bien larges là encore. Chippy Slater qui teste. Lui joue peut-être la victoire d'étape. Benjamin joue la victoire au général. C'est pas les mêmes. Regardez derrière, on les voit arriver, Ben Bright et Amish Carter. Attention, ils sont quand même, ils ne sont plus très loin. Bon, ceci dit, on se rapproche sérieusement de l'arrivée. Voilà, Ben Bright devant. Galindez qui est également dans le rythme. Chippy Slater avec un piercing dans le sourcil gauche. Tatouage sur le biceps. Et on sent l'écart qui se réduit considérablement avec Ben Bright, qui a été champion du monde junior en 94. Il a fait de très très gros progrès en course à pied, Benjamin. Quand on le voit courir maintenant, c'est incontestable, ça crève les yeux. Costaud Chippy Slater. Attention, n'oublions pas qu'il a fait une grosse chute sur le premier tour. Et
sans cette chute, je pense qu'il aurait pu remporter peut-être cette il étape, aurait été en tout cas très bien placé. Très bien placé avec Benjamin. Ouais. Allez, c'est la fin. Allez, ce petite grimpette là qui doit faire mal aux jambes maintenant. Car n'oublions pas que c'est le 3e triathlon d'affilée qu'ils effectuent avec simplement 15 minutes d'écart entre chaque triathlon. Et c'est justement sur ce coin qu'était tombé Chippy Slater. Ben Bright qui a un peu lâché maintenant Hamish Carter. Mais je pense que devant les jeux sont faits. Maintenant, on ne voit pas comment Benjamin Sanson, au général, pourrait perdre cette étape. Jérôme est 6e que l'on voit. Frank Clark derrière 7e. Et ici, Chippy Slater qui va maintenant attaquer les derniers mètres sur l'arrivée. McCarthy Hobson, c'est pas des super coureurs à pied. Mike Pigg. Voilà donc cette 3e étape de Oceanside, Californie. Prochaine étape, normalement, ça sera Waikiki, Hawaï. Et nous aurons ensuite Phuket, Thaïlande. Et Chippy Slater, il a bien fait le trou sur Benjamin là. Attention à Benjamin, parce que derrière, un des prétendants à la victoire qui est Hamish Carter. On a du mal à distinguer. Non, c'est Ben Bright. Hamish Carter est 4e. C'est Ben Bright qui peut aller chercher. Ceci dit, Ben Bright, 3e. Il était, son meilleur résultat, c'était une 5e place sur la 2e course. Donc ça va. Là, pour le général, il risque de ne pas le aider. Ben Bright, 11e sur la première course. 8e sur la 2e. Donc là, même avec une 3e place, de toute façon, il ne pourra pas venir inquiéter Benjamin Sanson. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait pour Chippy Slater qui remporte première grande victoire significative à notre connaissance. Encore une fois, c'est un coureur qui est essentiellement sur le circuit australien. Et content d'en terminer. Hein. Ouais. Et voilà Benjamin qui remporte donc la victoire. Oui, Ben Bright. Hein. La victoire au général, n'oublions pas, sur le total des 3 manches. Première Hamish Carter. Grande victoire Hamish Carter qui épuisé aussi. Mark Allen. Et attention, Mark Allen qui finit en beauté devant son public. Plein de fraîcheur, Mark Allen, hein, tout à fait content. On va écouter Chippy Slater qui explique un peu son résultat. C'est sans aucun problème mon meilleur résultat jusqu'à présent. J'étais même un peu surpris, mais je pense qu'il y a eu le crash avec le vélo et disons que j'ai eu de la chance pour l'éviter. Et ensuite j'ai fait un break grâce à Jimmy Ricciutello, je remercie d'ailleurs, avec le vélo. Et puis ensuite en course à pied, il a fallu essayer de tenir le rythme avec Benjamin Sanson derrière. Mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Voilà, Jimmy Ricciutello qui d'ailleurs finit. Et les frères Sanson, on est venu ici en forme. On aime ce format de Super Sprint. C'est vraiment super, c'est très bien organisé. Les meilleurs athlètes ici sont tous là pratiquement, donc c'est super de courir aux États-Unis. Voilà donc ce classement général, et avec le classement en points dans quelques instants. Clark Jones, le classement de cette 3e course. Benjamin Sanson, première grande victoire devant Hamish Carter, Ben Bright, Chippy Slater. Mike Pigg, malgré sa chute, termine quand même 5e. Jérôme est 10e. Mark Allen 13e. Ça va trop vite pour lui maintenant, mais enfin il est là quand même. Et on va, Spencer Smith qui a abandonné, n'oublions pas sur blessure. On va voir le classement général avec des images très belles d'Oceanside, grand spot de surf, puisque juste au-dessus il y a Mission Bay qui est également intéressant. Au point, Ben Bright finalement prend le classement général devant Brad Bevan, Hamish Carter, Mike Pigg et Greg Welch est à la 7e place. 2 petits points d'avance seulement pour Ben Bright, c'est la preuve que Brad Bevan a bien fait d'aller jusqu'au bout pour limiter les écarts. Simon Lessing rétrograde à la 8e place. Et Benjamin Sanson n'est que 15e compte tenu des résultats lors de la première étape, de la 2e étape où il a été obligé d'abandonner. Il n'avait pas marqué 2 points. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle étape. Elle sera celle de Waikiki, Hawaï sur ce TGP Tour. N'oubliez pas, 19 décembre, grand
soirée triathlon à 20h30 avec l'Ironman d'Hawaï. Jean-Christophe Bourdin, merci, à très bientôt. Vous restez sur Eurosport pour la suite des programmes. À très bientôt.